Alors, bon matin à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à cette rencontre d'information et d'échange sur les droits et responsabilités des employeurs en lien avec les mesures d'aide salariale des différents paliers gouvernementaux et aussi en lien avec tout ce qui est coronavirus. Au nom du groupement des chefs d'entreprise et de ses membres, j'aimerais vraiment remercier BCF d'être ici avec nous ce matin, de votre générosité. Alors, Geneviève Martin et Simon Pierre, merci beaucoup de votre temps, c'est très apprécié. Je ne prends pas la parole plus longtemps. Je vous laisse vous présenter puis expliquer un peu BCF, c'est qui dans la communauté légale du Québec et ailleurs dans le monde. À vous la parole. Bon, bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Vigneault. C'est moi qui ai été désignée pour commencer la présentation. Donc, je me nomme Geneviève. Je suis spécialisée en droit des affaires depuis 23 ans chez BCF. Je suis associée, je suis membre du conseil d'administration du bureau. Puis, comme vous, et comme pour notre entreprise et pour nos clients, bien, on a une multitude de questions depuis ce confinement et toutes les répercussions, les mentales nous sont posées à tous les jours à laquelle on doit répondre. Aujourd'hui, on pourrait vous en parler pendant 3 heures de temps. On a 1h30. On a la chance d'avoir 2 experts pour en discuter avec vous aujourd'hui. Simon-Pierre Hébert est un associé en droit de l'emploi du Bureau de Québec. Donc, Simon-Pierre va vous parler là, dans la deuxième partie de notre présentation de à quoi il faut s'attendre pour planifier notre retour au travail. C'est quoi les enjeux juridiques? Martin Nollet fait partie de notre groupe de fiscalité. Martin a été reconnu là, dès le début comme un expert dans la subvention salariale. Il s'est beaucoup intéressé. Il a fait des présentations. Donc, Martin va être en mesure de répondre à plusieurs de vos questions. À la conférence. Je ne peux pas malheureusement vous montrer ma binette parce que je suis au chalet en confinement. La bande passante, elle est très lente, fait que vous allez juste entendre ma voix et voir ma photo. Je suis vraiment désolée de ça. J'aurais aimé ça, avoir une meilleure proximité avec les gens qui nous écoutent. Mais c'est impossible. Marie-Josée a essayé de me faire downloader la fibre optique au chalet, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, voici comment on va organiser la rencontre avec vous aujourd'hui. Les premiers 30 minutes vont être dédiés à Martin. Donc, Martin va nous expliquer la subvention salariale, donc la fameuse subvention du 75%. On va essayer de vous donner les trucs qu'on donne à nos clients et les trucs que nous-mêmes, BCF, on applique dans notre entreprise. Ensuite, que Martin ait fini ou non, je vais le couper. Désolée pour ça d'avance, Martin. Et ça sera au tour de Simon-Pierre qui va nous parler de notre fameux retour au travail qui a fait beaucoup jaser dans les derniers 24 heures. Mais c'est une réalité. Il va falloir un jour qu'on retourne au travail. Et on va finaliser le tout avec 30 minutes de prendre vos questions. Moi, mon rôle va être de s'assurer de respecter le temps et je vais faire la malcommode. Fait que je vais, une fois de temps en temps, poser des questions à Simon-Pierre et à Martin tout au long de la présentation de la première heure parce que Marie-Josée a eu la gentillesse de nous envoyer quelques questions que vous aviez d'avance. Fait qu'on va vous demander pour la première heure de garder vos questions et ne vous inquiétez pas, si jamais vos questions n'avaient pas été répondues, ça nous fera un plaisir de regarder le tout avec Marie-Josée à la fin de la présentation et on tentera de répondre à vos questions par la suite. Donc, sans plus tarder, débutons cette présentation. Donc, merci Martin. C'est qui BCF? Je vais passer vraiment 1 seconde sur qui on est. On est un bureau d'avocats dont le siège social est à Québec, au Québec.
Nous avons un bureau à Montréal et à Québec et nous, notre but dans la vie, c'est de représenter les entreprises et les entrepreneurs. On est comme vous, on est une entreprise québécoise, puis le but de la journée d'aujourd'hui ou de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vraiment répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir durant les 2 sujets là, que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. Martin? Subvention salariale d'urgence du Canada. Qu'est-ce que c'est? Parfait, merci Geneviève. Alors on débute et comme Geneviève a dit, si vous avez des questions, notez-les, gênez-vous pas. L'objectif, c'est d'aller plus loin que les grandes lignes. Là, je comprends qu'à ce stade-ci, pas mal tout le monde doit avoir une compréhension générale de ce que c'est, mais si on peut vous aider à entrer dans ce qui est un peu plus particulier puis de répondre à des questions plus complexes, ça va me faire plaisir. Puis c'est le but aussi de la rencontre aujourd'hui. Bon, en quelques mots, c'est quoi la subvention salariale d'urgence? Programme de 12 semaines qui va permettre d'aller chercher jusqu'à 847 $ par employé par semaine pendant les périodes auxquelles l'employeur va se qualifier, on va y venir. Ça va aussi permettre d'aller chercher le remboursement de certaines cotisations d'employeurs, ce qui va m'emmener dans les faits au-delà du 847 $ dans certains cas. On rembourse ça pour l'employeur au Québec, RQAP, RRQ, Assurance Emploi. Une des conditions, il faut que les employés soient en congé avec solde. Ça, pour l'ARC, ça signifie qu'il n'y a aucun travail qui est effectué pour l'employeur au cours d'une semaine. Donc, pratico-pratique, dans certains cas, ce qu'on va dire aux employeurs, c'est si votre monde est à la maison puis ils font un tiers de tâches, ben, au lieu de leur faire un tiers de tâches par semaine, si vous êtes capable de bouger les choses pour les faire travailler 1 semaine sur 3, ben, peut-être que vous allez à ce moment-là être capable d'aller chercher le remboursement de certaines cotisations d'employeurs pour les 2 autres semaines du 3 semaines. Programme divisé en 3 périodes, ça va vite, on est déjà vers la fin de la 2e, donc 15 mars au 11 avril, 12 avril, 9 mai, 10 mai, 6 juin. Quand je fais des présentations pour la subvention salariale ces temps-ci, je vais toujours selon une formule mathématique qui est la suivante. Pour avoir le droit à la subvention, j'ai besoin de 4 éléments. J'ai besoin d'un employeur admissible, qui a des employés admissibles, qui verse des rémunérations admissibles. Désolé, c'est pas moi qui ai choisi les termes. Et faut que l'employeur ait une baisse de revenus prescrite. Fois que ces éléments-là sont rencontrés, ça me donne droit à la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, ce que je vous propose comme plan de match, là, c'est qu'on va passer à travers ces 5 points-là, voir qu'est-ce que ça mange en hiver, les petits cas pratiques, les petits pièges à éviter, puis les solutions qui vont s'offrir à nous si jamais j'ai l'impression de frapper un mur en cours de route. Alors, premier point, employeur admissible, c'est quoi? Pour 95% des entreprises, c'est super simple. C'est une société par action bien normale qui paie de l'impôt. La question s'arrête là. Sauf si on rentre dans le particulier, c'est toutes les sociétés, sauf celles qui sont exonérées d'impôts ou les institutions publiques. Ça fonctionne aussi pour les particuliers, donc entreprises non incorporées. Je vais être capable d'aller chercher dans certains cas la subvention sur les salaires que je verse à mes employés. Le problème dans une structure comme ça, c'est que je ne serai pas capable d'aller chercher d'argent pour l'entrepreneur exploitant. Ensuite de ça, organisme de bienfaisance enregistré, ça va fonctionner. Certaines entités exonérées d'impôts aussi, là, le gros de ce critère-là, c'est les OBNL qu'on va être capable de qualifier. Et finalement, société de personnes dont tous les associés seraient eux-mêmes admissibles à la subvention. Et le cas qu'on avait, on a eu un appel technique avec l'Agence du revenu au début de la semaine. Si j'ai un partnership avec une institution publique dans le lot, même si elle a juste 5% des parts, je viens de disqualifier l'entité au complet. Il n'y a pas de moyen de passer à travers ce critère-là. Donc vraiment, si j'ai une société de personnes, c'est important de faire l'analyse de chacun des associés pour voir si je peux me qualifier au programme. Rapidement, sur la notion d'institution publique, là, on nous dit dans la loi que c'est école, conseil scolaire, hôpital, autorité sanitaire, université, collège, mais c'est aussi certains types d'entités qui sont exonérées d'impôts en vertu de la loi, notamment les sociétés d'État et leurs filiales. Comme je le disais tantôt, là, pour 95% des gens, il n'y a pas de question à se poser. C'est assez évident de savoir si on est un employeur admissible ou non. Mais dès qu'on se retrouve avec des employeurs qui sont des bébites un peu particulières, notamment qui dépendent beaucoup du secteur public ou autre, il faut s'attarder à ce critère-là. Moi, je vous dirais que depuis une semaine, je rends des avis juridiques pratiquement que sur cette question-là de est-ce que je suis un employeur admissible ou non. Une fois que c'est dit,
je suis un employeur admissible, il faut que j'ai des employés admissibles. Employé admissible, c'est quoi? Très simple, là, c'est des particuliers qui sont à l'emploi au Canada d'un employeur admissible. Il faut pas que j'ai été sans rémunération pendant 14 jours consécutifs ou plus pendant une période. Une période, on l'a dit, là, il y en a 3, 15 mars, 11 avril, etc., 12 avril, 9 mai, 10 mai, 6 juin. Donc, c'est vraiment important de savoir est-ce que la rémunération que je verse à mes employés, est-ce que ces employés sont des employés admissibles? Premier flag, attention aux employés qui pourraient se trouver à l'extérieur du Canada pour une raison ou pour une autre. Le critère, c'est particulier qui est à l'emploi au Canada, et si on se fie à d'autres interprétations techniques de l'ARC dans d'autres contextes, à l'emploi au Canada, c'est pas à l'emploi d'un employeur canadien, c'est littéralement, je me trouve physiquement au Canada. L'autre chose, c'est attention au timing quand vous allez décider de rappeler votre monde au travail. Il faut pas que les gens aient été 14 jours consécutifs ou plus sans rémunération. Je donne un exemple. Si là on est dans la période 2, là, si votre monde ont été sans rémunération du 12 avril au 26 avril, que vous les avez rappelés lundi au travail, ben ils ont été plus de 14 jours sans rémunération. Donc même si vous répondez à tous les autres critères, le salaire que vous allez verser du 27 avril au 9 mai sera pas admissible à la subvention parce que l'employé lui-même se qualifiera pas d'employé admissible. Donc, c'est vraiment important de porter attention à ce critère-là. Dans une situation comme ça, vous avez deux choix. Attendre la 3e période, donc faire une réintégration au 10 mai, ou encore, vous pouvez rétroactivement payer les employés pour qu'ils n'aient pas été sans rémunération pendant 14 jours consécutifs ou plus. Alors, ça, c'est pour les employés admissibles. Là, je sais que je vais vite, mais c'est des critères un petit peu plus straightforward, donc je veux me rendre dans ce qui est plus intéressant, si je peux dire. Donc, je suis un employeur admissible. J'ai des employés admissibles. Mon 3e élément dont j'ai besoin, il faut que je verse des rémunérations admissibles. Ça, de façon générale, là, c'est pas mal tout salaire, tout traitement. Je vais changer ma slide. Qui normalement m'oblige comme employeur à faire une retenue d'impôt sur le salaire de l'employé. Ça va exclure certaines choses, notamment les avantages imposables qui vont découler d'un régime d'option d'achat d'actions, les allocations de retraite, des sommes qui peuvent être restituées. Donc, on peut pas faire d'entente avec un employé, je vais t'avancer des fonds sous forme de prêt, tu me rembourseras plus tard et essayer d'aller chercher la subvention là-dessus, ça fonctionne pas. Finalement, un point qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les sommes payées dans le cadre d'un arrangement avec un employé admissible. Ça, c'est une règle anti-évitement. Je veux le mettre sur votre radar aujourd'hui. Essentiellement, là, ça va s'appliquer si, dans le but d'aller chercher un plus gros montant de subvention, vous allez augmenter le salaire de l'employé pendant la durée du programme et qu'après le programme, vous allez diminuer le salaire de l'employé à un niveau qui est inférieur à ce qu'il gagnait avant la crise. Okay? Donc, tu sais, un exemple rapide, là, mon employé du 1er janvier au 15 mars 2020 était payé sur une base de rémunération, disons, de 50 000 $ annuellement. Si pendant la crise, je l'augmente à 75 000 $ pour maximiser le montant de subvention ou autre, et que après la crise, je le ramène en bas d'une rémunération annualisée de 50 000, ça risque de déclencher la règle sur les arrangements. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? J'ai le droit de verser une prime COVID. J'ai le droit d'augmenter le salaire de mon monde pendant la crise, pendant la durée du programme. Il faut juste pas qu'après le programme, la rémunération devienne inférieure à la moyenne hebdomadaire que l'employé gagnait du 1er janvier au 15 mars 2020. Donc, je le répète, j'ai le droit de donner une prime COVID. Il faut juste pas que la rémunération après le programme devienne inférieure à ce que l'employé gagnait avant. Martin, c'est Geneviève. Oui. Juste, je ne sais pas si c'est toi ou Simon-Pierre, on comprend quand on dit là, tout traitement, salaire ou autre rémunération, ça inclut les vacances. Simon-Pierre, peut-être tu peux répondre à ça? Bonne question. Tu commences de façon difficile ce matin, Geneviève. Je m'excuse. C'est une question qu'on a de Claudia Boissonneau dans le chat. Ouais.
Au niveau fiscal, et Simon-Pierre, tu peux intervenir, là, mais au niveau fiscal, je vois rien qui exclut le montant pour des vacances. Donc, ce serait admissible comme rémunération admissible. C'est certain qu'habituellement, la partie vacances est incluse dans la notion de salaire et rémunération là, au sens large. Alors, a priori, là, je suis du même avis que Martin, le fait que ça devrait être admissible. Parfait, merci. Parfait. Donc, j'en prends ma petite formule. Je suis un employeur admissible, par exemple, société par action imposable. J'ai des employés admissibles, tout mon monde travaille au Canada, ils ont été sur le payroll de façon constante. Pas de problème à ce niveau-là. Je verse des salaires dans sa forme la plus simple. Il faut maintenant que je me qualifie au niveau de la baisse de revenus prescrite, qui est le nerf de la guerre pour plusieurs personnes. Donc, je le rappelle, le programme il est divisé en 3 périodes. Pour avoir droit à la subvention, il faut que je me qualifie pour chacune de ces périodes-là. Si je me qualifie pas pour la période 1, ça m'empêche pas d'avoir la subvention pour la période 2 ou 3, par exemple. Mais il faut que je me qualifie à chaque fois pour avoir droit à la subvention. Point important là, qui a été une belle surprise quand le projet de loi est sorti, si je me qualifie pour une période, je me qualifie automatiquement pour la période suivante. Donc, on va le voir tantôt, pour la période 1, il faut que j'ai une baisse de revenus d'au moins 15%. Si j'ai une baisse de revenus d'au moins 15% pour la première période, je suis qualifié pour la deuxième, et ça même si pendant la deuxième période, mes revenus explosent de 10 000%. Je vous le souhaite, c'est bon pour la business, puis ça ne vous disqualifie pas de la subvention. Donc, c'est vraiment automatique d'une période à l'autre dès que je me qualifie. Pour établir ces baisses de revenus-là, on a le concept de référence actuelle et de référence antérieure. Donc, pour la période 1, je dois établir une baisse de revenus d'au moins 15%. Pour les 2 autres périodes, je dois établir une baisse de revenus de 30%. Et pour comparer, je compare avec quoi pour établir ma baisse de revenus? La méthode de base, c'est de comparer année sur année. Donc, pour la période 1, je vais comparer mars 2020 avec mars 2019, 2, avril, 3, mai avec mai. Si ça fonctionne pas, ou si j'ai des doutes, je peux aussi prendre une méthode alternative et utiliser la moyenne de janvier, février 2020 que je vais comparer avec chacun des mois de mars, avril et mai 2020. Ça, c'est bon. Ça a été notamment mis en place pour les nouvelles entreprises qui n'avaient pas d'historique l'année dernière, mais ça peut être utilisé par vraiment toutes les entreprises, même celles qui opèrent depuis 20 ans, par exemple. Un petit flag par rapport à ça, on dit moyenne de janvier et de février 2020. Faut faire attention, c'est pas vraiment la moyenne, et ça c'est bon pour les entreprises. Ça tient compte que de la période pendant laquelle l'entreprise est en opération. Un exemple que je donnais dans un webinaire technique que je donnais la semaine dernière, c'est si mon entreprise a ouvert le 1er février, puis que j'ai fait 100 000 $ de revenus dans le mois de février, mais le résultat du calcul là, dans la loi, ça va pas être 100 000 divisé par 2, 50 000, j'ai le droit à 85 et 50 000. Ça va tenir compte juste des jours pendant lesquels j'opérais en janvier et février. Donc, le résultat, ça va être 103 000, puis je vais avoir le droit de faire 85% de 103 000, qui est 88 000. Donc, si vous êtes une nouvelle entreprise, avant de dire je prends la moyenne, puis que ça fonctionne pas, assurez-vous que les calculs sont bien faits à cet égard-là. On tient vraiment compte que de la période pendant laquelle l'entreprise opérait, donc ça vient artificiellement gonfler le montant de revenus que j'aurai le droit de faire. Alors, on tombe dans la partie intéressante pour beaucoup de gens. Pour établir la baisse de revenus, on utilise le revenu brut qui découle des activités normales de l'entreprise au Canada. Au Canada est un terme important ici. On doit utiliser les pratiques comptables habituelles de l'entreprise, donc c'est business as usual à ce niveau-là. Je disais qu'on utilise les revenus bruts, mais on va venir exclure certaines sommes, notamment tout ce qui est poste extraordinaire. On va aussi exclure les sommes de subventions d'urgence à recevoir. Donc, si j'étais, disons, pour la première période à moins 14%, je viens pas m'exclure en disant je vais recevoir la subvention, ça va m'amener en haut du 15, en bas du 15 dans ce cas-là. Donc, les sommes de subventions à recevoir ne rentrent pas dans le calcul. Et j'exclus aussi les sommes que je reçois d'entités avec qui j'ai un lien de dépendance.
si je fais mes calculs, là, calcul de base, ça fonctionne pas, j'arrive pas au moins 15 ou au moins 30%, il faut pas jeter la serviette. Il y a différentes méthodes alternatives dans la loi qui me permettent de me qualifier de d'autres façons. Une de ces premières méthodes-là, j'appelle ça le consolidé. Ça peut être le cas, là, on a eu des cas qui nous ont été soumis où dans mon groupe corporatif, les revenus sont à une place, les dépenses sont à une autre place. J'ai un problème parce que j'arrive pas à établir de baisse de dépenses, de baisse de revenus là où j'ai les dépenses, puisque j'ai pas de revenus, les revenus sont dans une autre coquille. Donc, je peux faire un choix entre entreprises affiliées où on va faire, au lieu de prendre chaque entreprise sur une base individuelle, on va avoir le droit de faire un consolidé. Donc, si au consolidé, j'établis ma baisse de revenus, je viens qualifier chacune des entreprises de ce groupe-là qui auront fait un choix conjoint pour être considérés ensemble. Ça, c'est une première méthode. À l'inverse, on a dit tantôt qu'il faut que j'utilise les méthodes comptables habituelles. Si mes méthodes comptables habituelles, c'est de faire un consolidé, et que là, le consolidé fait en sorte que je me qualifie pas, ben, je vais pouvoir faire un choix conjoint, encore une fois, pour considérer chaque entreprise comme étant individuelle. Donc, si chaque entreprise du groupe qui normalement fait un consolidé opte pour ça, ben, je vais peut-être être en mesure de venir qualifier certaines entreprises au sein de mon groupe, au lieu de dire mon groupe au complet est disqualifié. Un autre choix intéressant, c'est, tantôt j'ai dit, pour établir mon revenu brut, je ne tiens pas compte des revenus qui viennent d'entités avec qui j'ai un lien de dépendance. Si je reçois plus de 90% de mon revenu d'entité justement avec qui j'ai un lien de dépendance, j'ai deux options. Soit j'établis ma baisse de revenus, c'est à base du 10% au moins qui me reste d'entités avec qui je traite à distance. Si ça marche, tant mieux, je qualifie toute mon entreprise en regardant juste 10% au moins de ses revenus. Si ça marche pas, j'ai un choix où je peux venir essayer de me qualifier en tenant compte de la baisse de revenus des entités avec qui j'ai un lien de dépendance, de qui provient 90% ou plus de mon revenu. Dans un cas comme ça, ce qui est intéressant, c'est que je vais tenir compte du revenu mondial de ces entités-là. Un cas pratique qu'on a eu, c'était une entreprise qui s'était fait dire qu'il ne se qualifiait pas. On a regardé les chiffres, finalement, 90% de son revenu provenait d'une entité liée qui était dans une autre juridiction. Et cette entité liée-là, au niveau mondial, avait eu une baisse de revenus de l'ordre de 40%. En faisant ce choix-là, on a été capable de qualifier l'entreprise canadienne en se basant sur la baisse de revenus de son entité liée non résidente. Donc, c'est vraiment un choix qui est très intéressant et qui n'est pas nécessairement décrit dans les grandes lignes. C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs méthodes alternatives. Avant de dire que ça marche pas, il faut vraiment s'asseoir puis regarder toute la loi, toutes les options que j'ai devant moi. Une dernière option intéressante pour qualifier l'entreprise, c'est l'utilisation de la comptabilité de caisse. La plupart des entreprises ont une comptabilité d'exercice, c'est-à-dire que je vais compter mon revenu une fois qu'il est réalisé, pas une fois que le chèque est déposé dans mon compte de banque. En ce moment, il y a certaines entreprises qui roulent à plein régime. Par exemple, une entreprise qui fait de la consultation RH, ils ont des travaux en cours de fou, les factures sortent en fou, mais ces gens-là, ils se font pas payer parce que les clients n'ont pas de liquidité. Donc, sur la méthode de comptabilité habituelle, on dirait que je fais de l'argent sur papier, mais dans la vraie vie, il n'y a rien qui rentre dans le business. Je peux faire le choix d'utiliser la comptabilité de caisse pour les fins du programme. Et si je ne reçois pas d'argent, mais possiblement que sur cette base-là, je vais être capable de qualifier mon entreprise. Donc, ça aussi, c'est une autre porte qui peut être intéressante pour ceux que ça va bien sur papier, mais que le compte de banque donne pas le même son de cloche, je peux dire. Donc, voici 4 méthodes alternatives. Là, je pense on va peut-être avoir des questions là-dessus plus tard, mais je voulais vous les mentionner. Bon, je réussis à établir ma baisse de revenus. J'ai les 4 éléments de ma formule mathématique. Ça me donne droit à ma subvention salariale d'urgence que je dois maintenant calculer. Sur le PowerPoint en ce moment, vous voyez le calcul assez complexe de la loi. Je ne veux pas passer à travers la formule avec vous. Je veux vous dire 2 éléments qui sont importants à considérer, qui sont parfois oubliés. Moi, j'aime pas ça quand on parle de cette subvention-là comme étant la subvention de 75%, parce que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai pour la raison suivante. Quand on regarde le calcul,
Pour un employé qui, avant la crise, gagnait 58 720 $ ou moins, si pendant la crise, on ramène cet employé-là au travail, mais qu'on n'est pas capable de le payer 100% de ce qu'il gagnait, à partir du moment où l'employé va avoir une baisse de rémunération d'au moins 25%, en vertu de ce calcul-là, le salaire va tomber subventionné à 100%. L'employeur va avoir certaines charges sociales si l'employé n'est pas en congé avec solde, mais au niveau du salaire, grosso modo, c'est 100% du salaire qui va être subventionné pour un employé qui gagne 58 000 $ et moins et pour qui on baisse la rémunération d'au moins 25% pendant la durée du programme. Premier élément. Deuxième élément, juste une petite mention pour les employés avec lien de dépendance. Si c'est votre cas, par exemple, vous êtes un propriétaire d'une société par action, vous détenez 60% des actions de cette société-là, mais vous êtes lié à cette société-là, vous avez un lien de dépendance, vous êtes pris avec le salaire que vous versiez avant la crise. Quand on regarde la formule, vous ne pouvez pas bumper votre salaire pendant le programme pour essayer de maximiser la subvention. Le résultat va être, dans ces cas-là, que la subvention va être capée à 75% de la rémunération que vous versiez avant la crise. Ce 75%-là est basé sur votre rémunération moyenne du 1er janvier au 15 mars 2020 et bien sûr soumis au plafond de 847 $ par semaine. Mais le point qui est important juste à garder en tête, employé avec lien de dépendance, le mot d'ordre, c'est business as usual, on joue pas avec les salaires, ça sert à rien. Vous êtes vraiment pris, grosso modo, là, avec la rémunération que vous versiez avant la crise. C'est Geneviève, mais on n'inclut pas là-dedans les dividendes qu'on pourrait se verser. C'est vraiment du salaire, n'est-ce pas? Oui, bonne question. C'est effectivement du salaire. Donc, notamment dans le cas des employés avec lien de dépendance, si j'étais un entrepreneur exploitant et que je me rémunérais à l'aide de dividendes, je serais pas capable d'aller chercher la subvention salariale d'urgence, même si je me mets sur le payroll demain matin, parce que ma rémunération d'avant-programme, basée sur la période du 1er janvier au 15 mars, va être de 0 $. Et sur la slide qu'on a, 75% de 0 $, c'est 0 $. Donc, vous allez toujours avoir droit à 0 $ de subvention. Alors, il y a des gens qui ont été chanceux, si je peux dire, ils se versaient des salaires pour une raison X, Y, Z. Ils vont être capables, comme propriétaires exploitants, d'aller chercher la subvention. Pour ceux qui se versaient des dividendes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Il faudra essayer de se qualifier pour la PCU dans des cas comme ça. Je m'en vais à la slide suivante. Donc, mon montant de subvention pour une période, pour une entreprise, c'est A moins B moins C plus D. On vient de faire le A. Le A, ce qu'il faut retenir, là, c'est le jusqu'à 847 $ par employé par semaine. On vient retirer certaines sommes de la subvention salariale d'urgence du Canada, dont une qui est très surprenante pour beaucoup de praticiens, qui va donner des mots de tête à beaucoup de gens. On vient automatiquement réduire votre montant de subvention salariale d'urgence si vous êtes admissible par ailleurs à la subvention temporaire de 10% pour les employeurs. Et ce qui est un peu un casse-tête administratif, c'est que même si vous n'avez pas réclamé cette subvention-là, si vous vous qualifiez pour elle, si vous rencontrez les conditions, ça vient automatiquement diminuer la subvention salariale d'urgence. Donc, c'est vraiment important d'aller regarder l'autre subvention. Les critères sont beaucoup plus simples, mais si vous y avez droit, réclamez les montants parce que de toute façon, ça vient vous priver d'une somme équivalente de subvention salariale d'urgence. Ça a été discuté et confirmé ce lundi là, sur un appel technique avec les gens de l'Agence du revenu du Canada. On vient aussi diminuer la subvention salariale d'urgence à laquelle vous avez droit de tout montant que vous recevez en vertu d'un programme de travail partagé avec l'assurance emploi. Et finalement, le dernier élément, on va venir ajouter, donc on ajoute théoriquement aux 847 $, disons, comme je l'ai dit au début de la présentation, certaines cotisations d'employeurs au Québec, RRQ, RQAP, Assurance Emploi, pour les employés qui étaient en congé avec solde au courant d'une semaine, donc qui étaient vraiment en congé avec solde pour la semaine au complet.
Ça m'emmène à certains aspects pratiques. Geneviève, je ne sais pas si tu veux en faire Oui, mention. je vais commencer. Martin, il nous reste 5 minutes pour parler de cette slide-là. Puis, je vais tenter de répondre. On a quelques questions dans le chat. Donc, notre premier point, c'est quelle la date limite pour demander cette subvention-là? Bien, 30... vous avez jusqu'au... Allô? Oui, vas-y, excuse. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre. Puis pour répondre à une question, Martin, si je dis des niaiseries, tu m'arrêtes. On a quelqu'un qui nous demande est-ce que notre méthode d'une période à l'autre peut changer, consolider et non consolider? La réponse, malheureusement, c'est non. Ce qui m'amène, quand on choisit une méthode, il faut la faire pour les 3 périodes. Ce qui m'amène à vous faire réfléchir, si vous avez les liquidités pour reporter le plus tard possible la demande de la subvention, c'est un petit truc qu'on donne à nos clients et que nous-mêmes, on exerce. Bien, on va attendre parce que vous allez avoir le bénéfice d'avoir des vrais chiffres, de les analyser et de pouvoir choisir votre méthodologie. Est-ce que je le fais sous une base de caisse? Est-ce que je le fais consolidé ou non? Parce qu'on a jusqu'au 30 septembre. Ce qui est important, là, c'est de pouvoir le faire avec des chiffres que l'on connaît. Bien entendu, si le cash flow vous le permet. Martin, j'ai des questions aussi qui nous demandent, est-ce qu'on peut modifier une demande qui a déjà été faite? Ça, j'ai pas regardé les aspects plus techniques là, sur le site du gouvernement, mais par exemple, si on a oublié de mettre un employé, si on veut augmenter des salaires, puis on ne l'a pas fait, est-ce qu'on peut modifier ou amender nos demandes? Administrativement parlant, je suis pas au courant d'un processus d'amendement. Dans la loi, il y a un petit article qui vient dire que le montant de la subvention ne peut excéder le montant réclamé par l'entité dans la demande prévue à l'alinéa A, etc. Donc, moi, ce que j'ai devant moi, la loi dit vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur. Après ça, est-ce que administrativement, l'ARC vont permettre d'amender une demande pour demander finalement un montant de subvention qui est plus élevé que ce que vous aviez demandé initialement? Il faudra que ça devienne d'une permission administrative parce que quand je regarde la loi, c'est vraiment manque pas ton coup, faut vraiment que tu demandes le maximum que tu peux demander du premier coup. Parfait. Merci. Donc, le deuxième point, pièce justificative. Bon, comme vous le savez, le gouvernement nous l'a dit à plusieurs reprises, comme quoi il nous a fait des mises en garde là, pour les contribuables qui ont bénéficié de la subvention sans y avoir droit. Les conséquences de ne pas y avoir droit et de quand même en bénéficier, bien, ça peut aller jusqu'à de la responsabilité personnelle des administrateurs, dirigeants et mandataires. Donc, il faut quand même, et c'est pour ça qu'on prend 2 minutes de vous parler des pièces justificatives. Ça peut même aller, des pénalités jusqu'à 225 du montant de la subvention demandée. Et bon, quelqu'un qui est vraiment très, très, très délinquant peut aller jusqu'à de l'emprisonnement parce que c'est pénal. Ce que moi, je vous dis là-dessus, sur les pièces justificatives, c'est qu'il faut juste conserver ces calculs parce que en ce moment, ils ne demandent pas sur le site, là, lorsque vous allez demander votre subvention, de transmettre vos pièces justificatives. Mais nous vous suggérons fortement de bien les conserver, bien les classer, mettre tous vos calculs et vos états financiers là, qui ont servi de base de vos calculs. Geneviève, si je peux me permettre, là, au niveau des pièces justificatives, là, oui. le conseil, c'est garder ça au moins 7 ans. Et ça vise non seulement les calculs que vous avez utilisés pour établir votre baisse de revenus, par exemple, mais aussi tous les choix conjoints là, pour ceux qui vont se rabattre sur des méthodes alternatives. Si on doit faire un choix conjoint avec des entités avec qui j'ai une ligne de dépendance ou des entités de mon groupe affilié, la RC a confirmé ces choix-là n'ont pas à être transmis à l'agence. Faites juste les signer puis les garder dans votre avec le reste de vos documents pour être prêt à les montrer à un vérificateur en cas d'audit.
Parfait. Martin, désolé, il nous reste 1 minute pour wrapper et nous voyons toutes vos questions dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre là, dans le 30 minutes de questions qui restent. Et ensuite, on va demander à Martin, à Simon-Pierre de nous parler d'emploi. Fait que si tu peux conclure, s'il vous plaît. Parfait. Je prends mes 15 dernières secondes pour parler de 2 points. On n'a plus besoin, comme employeur, de démontrer qu'on fait tout en notre pouvoir pour maintenir les salaires au niveau où ils étaient avant la crise. Donc, si vous n'êtes pas capable de payer, mais que vous voulez rappeler votre monde à l'ouvrage, parce que c'est plus payant pour eux d'être sur la subvention salariale que la PCU, vous pouvez le faire puis ajuster les salaires en conséquence. Et le dernier cas, employé qui a plus d'un employeur. Si un employé a plus d'un employeur puis que ces employeurs-là ont entre eux un lien de dépendance, on ne sera pas capable d'aller chercher plusieurs 847 $ pour ce même employé-là. Il y a une mécanique qui s'applique de sorte que l'employé va être réputé avoir seulement qu'un employeur. Donc, je ne serai pas capable d'aller dédoubler des subventions en embauchant la même personne au sein de plusieurs entités de mon groupe corporatif. Alors, voilà, j'ai hâte de voir les questions tantôt. Martin, juste pour finaliser, parce que on a plusieurs questions là-dessus. Cette subvention-là s'applique aussi à des nouveaux employés. C'est pas juste des employés qui étaient sur le payroll avant la crise. Ça peut être des employés qui sont sur le payroll, par exemple, à compter d'aujourd'hui. Sauf s'ils sont un lien de dépendance, bien entendu. Exactement. Donc, nouveaux employés, ça fonctionne. Je vous recommande pas d'embaucher votre soeur ou votre mère parce qu'ils auront un lien de dépendance avec la business si vous-même vous en avez un et on sera pas capable d'établir d'historique de salaire. Ça va être à 0 pour le 1er janvier au 15 mars. Donc, pour eux, on sera pas capable d'aller chercher de subvention. Mais pour des employés normaux, si je peux dire, les nouveaux employés, ça fonctionne. Merci. Maintenant, Simon-Pierre, tu dois être impatient de nous parler des fameux enjeux du retour au travail. Oui, merci Geneviève. Les 4 ou 5 premières semaines de cette crise-là, nos gouvernements, tant au niveau fédéral que provincial, nous ont imploré de rester chez nous, dans nos grottes. Et là, depuis quelques jours, là, surtout au niveau provincial, le premier ministre Legault nous invite à redémarrer et comme il le dit bien, il tente de nous déprogrammer. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réticence de la part des employés à revenir au travail. Ce qu'on va discuter dans les prochaines minutes, j'ai divisé la présentation essentiellement en 6 points. Là. Le fameux refus de travailler, la question du devoir d'accommodement, hein, c'est un mot qui est très à la mode, mais qui a ses limites. La validation de l'état de santé, hein, ce que plusieurs employeurs veulent vérifier là, si leurs employés là, sont aptes à revenir au travail. Les enjeux pour la planification du rappel et la prolongation indéterminée des mesures de distanciation sociale. Puis à la toute fin, c'est un point important, c'est la question du licenciement versus la mise à pied temporaire. On va également discuter là, de l'implication potentielle des notions de licenciement collectif. Au niveau du refus de travail, hein, on a plusieurs clients qui ont déjà redémarré leurs activités, soit parce qu'ils se qualifiaient là, au niveau de la fameuse liste qu'on a appelée au début des services essentiels, mais des secteurs et d'activités prioritaires. Et il y en a d'autres qui ont débuté cette semaine et il y a certains employés qui ont des craintes, justifiées ou non, de revenir au travail. Il y a une question qui nous est posée régulièrement, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, comme employeur, si j'ai un employé qui refuse? Est-ce qu'il a le droit de refuser? Comment ça fonctionne? Premièrement, l'employé se doit d'avoir des motifs raisonnables pour croire qu'il s'expose à un danger pour sa santé et sa sécurité. Un danger, là, c'est pas un simple risque. À partir du moment que dans votre milieu de travail, vous n'avez pas de cas reliés à la COVID-19 et ou que vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et sécurité, on va le voir en détail un peu plus loin, là, le fameux 2 mètres, distanciation, laver les mains, etc. Un employé se doit de revenir au travail, à moins que lui représente un risque pour ses collègues. La dernière chose qu'on veut, c'est un employé qui est atteint de la COVID-19 revienne
dans le milieu de travail pour contaminer ses collègues, ou si un membre de sa famille est atteint. Alors, on va le voir. Puis là, si Martin, tu peux aller à la prochaine, parfait, merci. Alors, ça vient traiter de la question du droit de refus. Lorsque vous allez faire un rappel au travail, moi, ce que j'ai suggéré à plusieurs, c'est justement de faire mention des éléments que je viens de vous mentionner. Qu'on n'a pas de cas de COVID, qu'on a pris toutes les mesures santé sécurité, on a pris les mesures en place au niveau de l'entreprise pour que tous nos gens puissent travailler de façon sécuritaire. Et là, on demande lors du rappel aux employés de nous aviser en cas de problème. L'employé qui fait simplement dire, là, moi j'ai peur, je veux pas rentrer travailler sans autre raison, est en défaut. Certains me disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux procéder à sa fin d'emploi ou autre? Je vous suggère d'être très prudent avant d'en arriver à une terminaison d'emploi, à un congédiement. J'ai l'impression que les décideurs, que ce soit les arbitres de grief pour les entreprises syndiquées ou les juges ou les juges administratifs au niveau du tribunal administratif du travail, vont avoir tendance là, à faire preuve de laxisme et de ne pas pénaliser un employé qui refuserait de revenir au travail. Une autre question qui m'est souvent posée, s'il refuse de revenir au travail, est-ce que je dois le payer? La réponse, c'est non. Ça, c'est catégorique. Même le site de la CNESST qui fournit différentes réponses aux questions que vous pouvez vous poser est clair. Un employé qui refuse de venir travailler suite à un rappel n'est pas rémunéré. Ou il y a une certaine nuance, c'est est-ce qu'il va continuer d'avoir droit à la PCU ou à l'assurance emploi? Techniquement, il ne devrait pas avoir droit, à moins que son refus soit justifié. Mais là, encore une fois, je m'attends à certaines largesses du gouvernement. Alors, c'est un peu on est un peu victime, si je peux prendre l'expression, des différentes mesures mises en place par les gouvernements, parce que là, les gens ont une sécurité, ont un revenu qui est sans doute moindre de ce qu'ils avaient avant, mais plusieurs refusent, spécialement si vous avez des employés avec des rémunérations là, autour de entre 15, 16, 17, 18 dollars de l'heure. Souvent, ils reçoivent pratiquement le même montant à rester chez eux. Alors, à tort ou à raison, plusieurs vont choisir de refuser de revenir au travail et ils risquent tout de même là, d'obtenir des prestations. Si quelqu'un vient travailler, un employé vient travailler et il estime que les mesures ne sont pas sécuritaires ou qu'il met sa santé à risque, il peut exercer un droit de refus. Le droit de refus existait déjà au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail. Et ceci amène là l'intervention d'un inspecteur qui va vérifier le milieu de travail. C'est ce qui m'amène un peu à vous recommander quelqu'un qui ne veut absolument pas revenir au travail, de trop le forcer ou de le menacer. Ça peut avoir des conséquences néfastes pour vous parce que s'il exerce un droit de refus, vous avez une visite de l'inspecteur et là, ça peut facilement enclencher différentes mesures ou même un arrêt de la production ou autre. Alors, je vous invite, moi, à évidemment reprendre vos activités si c'est possible, mais d'insister de façon, je dirais, moyenne au niveau du retour au travail. La mécanique, là, un petit peu technique très rapidement, au niveau de la contestation, l'employeur, s'il y a une décision qui est rendue par l'inspecteur en matière de droit de refus, il y a une contestation qui s'effectue au niveau de la CNSST, une révision administrative et puis ultimement un recours devant le tribunal administratif du travail. Par la suite, bon, ce qu'on entend beaucoup, spécialement depuis les derniers jours, c'est les employés qui refusent de venir travailler en raison là, du fait que les garderies et les écoles sont toujours fermées. On va aller avec des ouvertures graduelles, là, comme tout le monde a entendu. Ça aussi, pour moi, c'est clair. Un employé qui refuse de venir travailler pour
rester à la maison, là, prendre soin de ses enfants ou faire l'école à la maison, vous n'avez aucune obligation comme employeur de rémunérer cette personne-là. Cette personne-là a droit à 10 jours de congé pour obligation familiale. Ces 10 jours sont non rémunérés, à l'exception des deux, là, les deux fameux nouveaux congés depuis 2019 au niveau de la loi sur les normes. Là, là, je parle vraiment plus surtout pour les gens non syndiqués. La plupart des gens syndiqués avaient déjà ce type de congé-là rémunéré dans leur convention. Mais pour les employeurs non syndiqués, là, vous le savez sans doute, là, ils ont droit à 2 congés, soit maladie et ou obligation familiale. C'est pas 4, c'est pas 2 plus 2, c'est 0 plus 2, 2 plus 0 ou 1 plus 1, comme je dis parfois. Alors, ces gens-là, une fois qu'ils ont bénéficié de leurs 10 jours pour obligation familiale, si ils maintiennent leur refus de revenir pour prendre soin de leurs enfants, j'ai un peu la même réponse. J'ai beaucoup de difficultés à être très tranchant à ce niveau-là. Un employé qui refuserait de revenir, bon, qu'il n'y ait pas de rémunération, c'est une chose. Est-ce que vous pouvez mettre fin à son lien d'emploi, lui donner des mesures disciplinaires ou autres? Je ferai extrêmement attention avant d'en arriver là. Par la suite, il y a la fameuse question du devoir d'accommodement. On entend, là, c'est quand je disais en introduction, c'est un mot à la mode, mais t'as pas le choix, il faut que tu m'accommodes, il faut que je reste à la maison. Faites attention. Quand je dis que c'est un mot qui est utilisé extrêmement largement, là, pour faire à la blague, des fois j'entends, ben, tu dois m'accommoder. J'ai ma partie de hockey avec mes chums le mercredi, je ne peux pas travailler. Là, la partie de hockey n'est pas encore prévue dans la Charte québécoise comme une protection. Et là, si on se ramène plus à notre sujet, la situation parentale, l'état parental et autres, n'est pas un motif visé à la Charte et n'est pas inclus dans la notion d'état civil. Cette question-là se posait de temps à autre, avant la situation du COVID, exemple, tous les gens séparés qui ont les enfants une semaine sur 2 ou qui disaient qu'ils ne pouvaient pas travailler de nuit telle semaine parce qu'ils ont les enfants ou autre, ce n'est pas un motif prévu à la Charte et ce n'est pas faire preuve de discrimination comme employeur d'exiger qu'une personne respecte son corps de travail ou vienne travailler là, même si la personne est en charge là, de ses enfants ou autre. Hein. Si quelqu'un a appliqué sur un poste de nuit, exemple, ou de soir de telle heure à telle heure, il ne peut pas par la suite commencer à prétendre qu'il ne peut pas une semaine sur 2 et que vous devez l'accommoder ou le transférer de jour ou autre. Alors, dans la situation de la COVID qu'on vit, c'est un peu le même principe qui s'applique. Ça vaut quand même la peine de regarder un petit peu là, la question de l'accommodement de façon plus précise. Il y a différents critères qu'on se doit d'analyser. Ça, c'est la prochaine slide, Martin, si tu peux. Merci. Ce qu'on va regarder, est-ce que l'enfant est sous les soins ou la supervision de l'adulte, du parent en question, de l'employé? Ce n'est pas seulement un choix personnel. Bon, là, l'école va redémarrer. Là, on va tomber beaucoup dans les choix personnels. Vous savez, puis c'est très partagé de ce qu'on voit là actuellement. Beaucoup de parents s'opposent à laisser leurs enfants retourner à l'école. D'autres n'y voient aucun problème et ont même hâte d'être libérés, si je peux me permettre. À partir du moment que c'est un choix personnel, pour moi, ce n'est pas nécessairement une obligation, ce n'est pas protégé au niveau de l'accommodement ni au niveau des congés de la loi sur les normes qu'on a vu il y a quelques minutes, là, au niveau des obligations familiales. Là, bon, une des difficultés qu'on voit, qu'on ne voyait pas pré-COVID et on voit actuellement, c'est qu'avant, les grands-parents, pour plusieurs, étaient la bouée de secours.
souvent, lorsqu'il y avait une maladie, une grippe, une gastro ou autre, les grands-parents étaient appelés en renfort. Et là, ben, c'est le contraire. Là, je ne sais pas pour vos expériences personnelles, mais on tente d'éloigner le plus possible les grands-parents en raison des effets plus néfastes pour eux au niveau de la COVID. Alors, on perd ce soutien-là là, en tant que parent. L'important, c'est est-ce que moi, comme employé, est-ce que j'ai fait les efforts raisonnables afin de satisfaire, de trouver une alternative pour être en mesure de venir offrir ma prestation de travail et que quelqu'un s'occupe des enfants ou qui retourne à l'école ou autre. Bon, c'est toujours des situations cas par cas, comme on aime dire, les avocats, mais c'est vraiment, Geneviève, on a perdu Simon-Pierre. OK, ben il va se rebrancher. En attendant qu'il se rebranche, Martin, toi, es-tu toujours branché? Oui. J'aimerais peut-être juste répondre pendant qu'on est là à quelques petites questions qui concernent la subvention. J'ai une question de Carl. Là, si un stagiaire rémunéré entre en fonction la semaine prochaine, est-il admissible à la subvention? Bien, ma réponse serait oui, dans la mesure où il est rémunéré et dans la mesure où il n'est pas une personne liée à l'entreprise, parce que ça va être les mêmes conditions qui s'appliquent, que ce soit peu importe ce qu'il fait, pourvu qu'il soit rémunéré, là, ça ne cause pas de problème. Exactement. Donc, la seule chose qui pourrait être problématique dans ce cas-ci, c'est si le stagiaire, comme tu as dit, Geneviève, est lié à l'entreprise ou plus largement, s'il y a un lien de dépendance avec l'entreprise. S'il vient de rentrer, je serais pas capable d'établir d'historique de rémunération pré-programme. Donc, dans un cas comme ça, il n'y aurait pas de subvention. Mais autrement, si c'est un tiers, il n'y a pas de problème. Je suis de retour, je m'excuse, mais le thème depuis le début était de perdre la connexion Skype, mais ça fonctionne, je suis revenu. Simon-Pierre, je vais juste répondre à une autre question pendant qu'on est là. Je te promets, je vais te donner 3 minutes de plus. Tiens, une question ici. Est-ce que l'employé rappelé au travail le 4 mai prochain perd son PC pour la période 2? Si oui, c'est-tu juste la dernière semaine ou le 2000 $? À mon avis, il perd juste ça va être déduit de ce qu'il va gagner, là. Fait que juste la dernière semaine, mais un peu comme on vous faisait la mise en garde, est-ce qu'on peut le rappeler juste l'autre semaine pour avoir la pleine subvention? Parce que comme il n'aura pas travaillé les 2 semaines précédentes, on ne pourrait pas demander de subvention à son égard. N'est-ce pas, Martin? Exact. Donc, si je rappelle quelqu'un au début de la semaine prochaine, je vais perdre 1 semaine de subvention pour cette personne-là, à part si je le paie rétroactivement, là, mais si c'est pas l'objectif, je vais perdre 1 semaine de subvention parce que l'employé sera pas un employé admissible pendant la période en cours là, qui est du 12 avril au 9 mai, parce qu'il va avoir été pendant plus de 14 jours sans rémunération. Ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'interaction entre la PCU et la subvention salariale, il faudrait que je fasse les chiffres. Je suis pas capable de le faire juste comme ça à brûle-pourpoint. Chose certaine, la subvention salariale, c'est dans la cour de l'employeur. La prestation canadienne d'urgence, c'est dans la cour de l'employé. Donc, si on est incertain, il faut avoir la discussion avec l'employé sur est-ce que tu réponds aux critères ou non de la PCU. Si la réponse est non à partir d'un certain rappel au travail, et si l'employé reçoit les sommes, il doit s'attendre à avoir une demande de remboursement de la part du gouvernement dans les prochaines semaines. Mais après ça, au niveau de combien ça va coûter dépendant de je le rappelle quand, je suis pas capable de, tu sais, faudrait vraiment que j'ai les faits devant moi et les dates là pour être capable de répondre à ça. Là. OK. Simon-Pierre, c'est à toi. Ben, merci à vous deux d'avoir pris la relève pendant l'interruption. On a parlé beaucoup là, du refus à partir du moment que les gens reviennent au travail. Comme employeur, je veux mettre des balises, je veux mettre des systèmes en place pour m'assurer que les gens qui reviennent travailler ne représentent pas un danger.
On a vu beaucoup aux nouvelles, là, les fameux thermomètres là, infrarouges, là, où on voit les gens en ligne qui se font tester. C'est ce sujet-là que je vais aborder dans les prochaines minutes. Ça pose la question, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée? Je vous dirais que dans le contexte actuel, on est plus large que d'habitude et que le concept de vie privée, à tort ou à raison, là, il y a une expectative de vie privée qui est diminuée dans le contexte. Moi, je recommande à tout le monde qui va procéder au retour au travail, là, et même ceux qui ont déjà démarré, que chaque employé qui revient doit répondre à un formulaire très simple là, de 3 questions. La première est un peu obsolète maintenant, c'est à savoir si vous avez voyagé dans les 14 derniers jours. Je pense qu'il n'y a plus grand monde que c'est le cas. Mais c'est de demander bon, à l'employé qui revient, est-ce que vous avez des symptômes actuellement qui peuvent s'apparenter à la COVID-19? On commence à les connaître, là, fièvre, toux, difficultés respiratoires. Ou si un membre de votre famille immédiate là, qui vit sous le même toit que vous a ces symptômes-là. Je pense que c'est une obligation comme employeur pour protéger leurs collègues de travail et aussi pour protéger votre milieu de travail. Parce qu'on l'a vu, là, notamment dans le secteur alimentaire, si il y a des employés qui viennent et qui sont atteints de la COVID-19, ben là, ce qui risque de se produire, c'est que vos activités vont être stoppées pendant environ 14 jours. Alors, à trop vouloir pousser, à trop vouloir forcer le retour au travail de certains employés, ça peut avoir un effet extrêmement pervers pour votre entreprise. Vous ne serez pas plus avancé, même vous allez reculer si vous devez fermer. On me demande aussi, est-ce que je peux prendre la température des employés? À ce niveau-là, je vous dirais que pour moi, il n'y a pas d'interdiction de le faire, mais ce n'est pas recommandé et ce n'est pas jugé nécessairement comme une donnée extrêmement efficace. Alors, c'est pas quelque chose que je priorise. Moi, je priorise le questionnaire. Peut-être que certains diront, mais l'employé peut répondre n'importe quoi, mais vous allez le voir. Et si vous constatez qu'un employé, au moment qu'il se prend au travail, bon, a l'air fiévreux ou tousse, même s'il dit qu'il n'a pas de symptômes et que tout va bien, vous êtes en droit de refuser. Tantôt, on parlait des obligés à revenir, là, mais là, vous êtes aussi en droit de refuser un employé qui revienne au travail. Et vous n'avez pas à le rémunérer non plus. C'est une question que je me fais poser souvent, mais c'est bien beau, là, mais si je dis à un employé de retourner chez eux, est-ce que je vais devoir le payer? Non. Il va continuer d'être éligible à recevoir là, soit la PCU ou toute autre prestation du gouvernement, parce que ce ne sera pas un refus de travail qui émane de sa part. Mais et moi, je vous encourage fortement à le faire. On évolue et on apprend beaucoup dans cette crise-là. Avant, on avait tendance parfois comme employeur à encourager fortement et à dire à l'employé qui a une petite grippe, ben c'est juste une petite grippe, viens faire ton chiffre quand même, t'es pas momoune, ou on nous a tout entendu ces éléments-là. Là, je pense qu'il faut se reprogrammer, comme je disais, et là, et arriver dans un mode que non, dès que quelqu'un a des symptômes qui peuvent s'apparenter, de l'encourager à rester chez eux. Bon, ceci ne règle pas la problématique des personnes asymptomatiques, des personnes qui, en toute bonne foi, reviennent travailler, ne sachant pas qu'ils sont porteurs là, de la COVID. On en a vu beaucoup là, au niveau des hôpitaux et autres, des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires qui ne se pensaient pas atteints et qui malheureusement ont atteint différentes personnes. Alors ça, c'est un défi et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vérifier. Mais dans le doute, on s'abstient, on demande à la personne de rester chez elle. Il y a plusieurs là, méthodes au niveau de la validation de l'état de santé. Bon, les recommandations de l'INSPQ, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas très favorables à la question là, de la prise de température ou autre. La possibilité de l'assistance d'un professionnel de la santé, je
conviendrai avant que vous le dites que c'est peut-être plus théorique que pratique. Je présume que tout le monde aimerait avoir un médecin d'entreprise disponible pour vérifier les gens autour au travail. Dans la réalité, là, je comprends que c'est peu réalisable comme objectif. Le protocole de retour au travail, par contre, est quelque chose que vous pouvez très bien faire et qui va prendre différentes mesures, on va le voir un peu plus tard, là, pour minimiser les risques de contagion au moment du retour au travail. Je reviens au retour au rappel au travail. C'est le quatrième point que je veux aborder avec vous. Bon, une différence très importante si vous êtes syndiqué ou non syndiqué. La majorité d'entre vous ont réagi de la même façon lorsque la crise nous a frappé de plein fouet, c'est de procéder à des mises à pied temporaires. Vous allez voir, là, c'est des concepts différents pour moi. Là, il y a une mise à pied permanente. Licenciement et mise à pied permanente, pour moi, ben pas juste pour moi, mais ça a la même signification. Tandis que mise à pied temporaire, ben, on parle d'une mise à pied là, pour moins de 6 mois. En contexte non syndiqué, lorsque je fais mon rappel au travail, la plupart des entreprises comme les vôtres ne rappelleront pas d'emblée l'ensemble des gens qui ont été mis à pied d'un même coup. Vous allez probablement y aller par vague. Il y en a peut-être certains qui ne seront malheureusement pas rappelés. On va en parler un peu plus tard. Mais pour ce qui est au niveau des rappels, bon, si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas l'obligation de respecter l'ancienneté. L'ancienneté, c'est un terme qu'on utilise régulièrement, mais c'est un terme qui, en réalité, là, est propre au milieu syndiqué. On va parler beaucoup plus d'années de service et au niveau des employés non syndiqués. Et vous n'avez pas à rappeler nécessairement le plus vieux en premier. Vous pouvez y aller de façon... L'important, c'est que vos critères de rappel au travail soient le plus uniformes possible. Vous ne pouvez pas dire, ben aujourd'hui, je suis allé en ancienneté, la deuxième journée, ben, je suis allé en compétences, la troisième journée, je suis allé selon mes besoins. Si vous établissez des critères, et oui, on peut y aller au niveau de la performance, au niveau de la flexibilité. Dans le contexte du rappel, avec moins d'employés, souvent on a besoin d'employés qui sont plus flexibles, qui sont capables de faire différents postes de travail, qui sont habitués. Alors, vous pouvez procéder de cette façon-là, sans nécessairement là, aller rappeler vraiment là, en ordre du plus vieux au plus jeune. Il y en a beaucoup qui parlent, on parle de licenciement possible. Est-ce que, bon, la notion de congédiement déguisé. Qu'est-ce qu'un congédiement déguisé? C'est lorsqu'on modifie de façon substantielle les conditions de travail d'un employé. Je prends un exemple très facile. Quelqu'un avait un salaire de 100 000 par année, mais je lui dis, ben, regarde, ton travail est toujours le même, je t'invite, mais maintenant c'est 25 000 par année que je vais te rémunérer au lieu de 100 000, une diminution de 75 %. On l'a encore perdu? Oui. On a beaucoup de questions, Martin, qui concernent l'interaction entre le PCU et notre fameuse subvention. Est-ce que tu es en mesure de voir les questions? Et peut-être que moi, j'ai tout à l'heure induit les gens en erreur en pensant là, que ça allait s'analyser semaine par semaine. Martin, es-tu en mesure de répondre ou on pourra les regarder par la suite et leur revenir par écrit? Ben, en fait, je vais dire ce que je vais répondre dans la mesure du possible, mais oui, on va revenir aux gens par écrit parce que j'aime pas ne pas avoir la réponse à une question. Donc, de façon générale, là, la loi sur la PCU, les périodes de qualification se font sur des bases de 4 semaines, même si le montant est une somme hebdomadaire. Donc, je dirais qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'une personne, c'est un petit peu tout ou rien. Et non, donc, si j'ai un retour au travail qui fait en sorte que je buste le 1 000 $ de revenu d'emploi que j'ai le droit d'avoir dans une période de 4 semaines, là, par exemple à la deuxième période de demande, si j'ai un retour au travail qui me fait dépasser ce plafond-là de 1 000 $, ma compréhension actuelle, c'est que je viens me disqualifier pour la totalité de la période et non pas juste
pour la semaine, pour la semaine qui m'a amené au-delà de ce 1 000 $ de revenus-là. Cela étant dit, je veux spécifier, la loi sur la PCU a été adoptée plus tôt et en ce moment, elle n'est pas conforme au programme du gouvernement. Donc, la loi avec laquelle on travaille n'a pas encore intégré toutes les notions de j'ai le droit de faire 1 000 $ de revenus sans me disqualifier. Là, parce que si on se rappelle, au début, c'était pas ça la règle, c'était je travaille pas. Là. Donc, peut-être que lorsque la loi va être amendée, je pense d'ailleurs qu'il y a une session aujourd'hui à la Chambre des communes, peut-être qu'on va toucher à ce type de situation-là, mais en ce moment, c'est soyez prudents parce que ma compréhension, et on va reconfirmer par écrit, c'est vraiment si je disqualifie l'employé pour une raison de timing, il risque effectivement de perdre la PCU pour la totalité de la période de 4 semaines. Ça, je pense que ça répond à plusieurs questions qui ont été posées. Fait que juste, ne vous découragez pas, là, on va pouvoir vous répondre par la suite. Là, si ce n'est pas aujourd'hui, bien, on attendra peut-être à la session de travail, puis on va tous vous revenir. Là, on reviendra à Marie-Josée qui pourra vous répondre par la suite. Parfait. Et en attendant, Simon Pierre, je ne sais pas s'il est revenu, question d'Éric Lemieux tantôt qui disait qu'il y a un problème entre la version française et anglaise de la loi sur la subvention salariale. Effectivement, il y a un problème de traduction, sauf qu'en vertu des principes d'interprétation, on est capable de savoir que c'est la version anglaise qui doit s'appliquer, qui, elle, donne plus d'options aux contribuables. Et pour l'autre question de est-ce que je peux ramener un employé à 250 $ par semaine, donc pour qu'il reste sur la PCU sans buster le 1 000 $, en ce moment, la réponse c'est oui. Encore là, prudence, ça va peut-être changer quand la loi sur la PCU va être amendée, mais en ce moment, je vois rien qui empêche un employeur de ramener, par exemple, des employés à temps partiel, leur faire gagner 1 000 $ par mois, réclamer la subvention salariale d'urgence sur ce 1 000 $ là, et qui ferait en sorte que l'employé peut, de l'autre côté, avoir droit à son 2 000 $. Donc, en ce moment, c'est possible, mais il y a des amendements législatifs qui s'en viennent, fait qu'il faut rester attentif à ça. Martin, Pascal Cloutier nous demande, est-ce que tu recommandes, toi, de remplir la calculatrice là, qui a été rendue disponible par le gouvernement, pour savoir c'est quoi le calcul des salaires admissibles? En fait, recommande, oui, si quelqu'un veut se faire un plan match au niveau de je planifie un retour au travail, je vais avoir droit à quelle somme selon tel ou tel scénario, la calculatrice peut être utilisée sur le site du gouvernement, fait qu'elle tient compte non seulement de la subvention salariale, mais aussi de remboursement potentiel de cotisation d'employeur, donc c'est un outil qui est intéressant. Donc, pour faire les scénarios, ça peut être vraiment utile pour un employeur. Là. Parfait. Simon-Pierre, est-ce que tu es arrivé? Oui, je suis arrivé encore une fois. Je m'excuse, problème de bande passante probablement. Les points qui restent, que je veux, bon, le contexte du retour au travail syndiqué, j'en ai parlé brièvement avant que ça coupe, mais ça, je pense que les règles de la convention sont assez claires. Au niveau de la prolongation, l'avant-dernier point, la prolongation des mesures de distanciation sociale. Pour ceux qui peuvent continuer de fonctionner en mode télétravail, le gouvernement nous invite à travailler de cette façon-là le plus longtemps possible, surtout dans le domaine manufacturier, pour le retour au travail. C'est le temps de changer notre façon de procéder, et ça, on recommande toujours pour protéger la santé et la sécurité. Différents moyens. Bon, souvent, exemple, vous avez un quart de jour, un quart de soir, on avait l'habitude que ces gens-là se croisent 5 ou 10 minutes entre les deux chiffres pour faire la transition du travail, mais là, on recommande d'espacer ça pour éviter les croisements entre les employés des différents corps de travail. Habituellement, on veut que tout le monde fraternise et se joigne à la même table pour partager le lunch, la pause ou autre. Ben là, c'est d'agrandir les espaces possibles. De changer les heures de pause. Hein. Souvent, ça dépend. Si vous êtes sur une ligne de montage, c'est pas évident. Mais si vous ne fonctionnez pas de cette façon-là, de prévoir des heures de pause, au lieu que tout le monde prenne le break à 10 heures, ben, qu'il y ait une première série d'employés à 9h30, à 10h moins quart, à 10h, à 10h15, pour éviter des regroupements au niveau de la cafétéria ou de l'espace pour la pause. C'est une bonne chose. Les gens syndiqués, en tout cas, moi, jusqu'à présent, les syndicats collaborent bien à ces mesures-là.
l'importance de laver les mains avant, après le break, de nettoyer les outils, spécialement si un autre employé va reprendre les outils par la suite au terme du corps de travail. C'est tous des éléments là, importants. Pour les employés qui servent la clientèle, mais vous l'avez vu là, dans les dépanneurs, dans les épiceries, à peu près n'importe où. Là, je ne sais pas s'il y a parmi vous des entrepreneurs qui font du plexiglas, là, mais la business doit être bonne ces temps-ci. Au niveau du transport aussi, beaucoup là, en région avaient l'habitude de faire du covoiturage pour revenir sur le lieu de travail ou autre. On tente d'éviter ça ou on tente de maximiser là, la fameuse distanciation sociale. Le dernier point que je veux vous entretenir là, avant de faire place à la période de questions, c'est la question du licenciement versus la mise à pied temporaire. Et pour moi, Martin, Simon-Pierre, c'est Geneviève, je suis désolée. Avant que tu tombes sur cette question fort pertinente, j'ai 2 questions pour toi. Sur tes accommodements raisonnables que tu as fait tout à l'heure. Et la question vient de Martin, si j'ai un employé qui demeure avec un parent de plus de 70 ans, qui est à risque, il refuse de revenir pour l'instant, c'est quoi qui arrive avec son lien d'emploi? Là, tu nous as expliqué, bon, c'est 10 jours et tout ça, mais au final, là, est-ce que, même si je ne le répète pas, je vais être obligé de le reprendre puis de congédier d'autres mondes qui ont été là pendant cette période-là? Comment ça va fonctionner? Oui, actuellement, là, que ce soit une mise à pied temporaire là, ou un refus de travail, dans un premier temps, là, pour répondre à ta question, pour moi, quelqu'un pourrait être justifié. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui a un parent de 70 ans, mais quelqu'un qui vit là, sous le même toit que son père ou sa mère qui est âgé de 70 ans ou qui a des problèmes là, de l'emphysème ou autre, pourrait être justifié de refuser de revenir au travail, toujours sans aucune obligation de l'employeur de le rémunérer à ce niveau-là, mais il y a un maintien du lien d'emploi. Même chose pour la mise à pied temporaire, pour l'arrêt de travail, là, surtout que là, on présume, ça va être pendant quelques semaines que cet employé-là va refuser de travailler. Il y a toujours un maintien du lien d'emploi et j'aurai éventuellement l'obligation de le reprendre. Là, si on parle d'une absence là, qui s'étale sur plusieurs mois, là, c'est une autre discussion. Là. La question pourrait se poser autrement. Il y a quelqu'un qui refuse 3-4 semaines de revenir au travail en raison de ce que tu viens de mentionner, Geneviève. Ben, pour moi, il y a un maintien du lien d'emploi, l'obligation de l'employeur est de le rappeler au travail lorsque ce sera possible de le faire, mais sans obligation de rémunération pendant cette période-là. OK. Puis ma deuxième question, avant qu'on termine sur ta présentation, cette question-là vient dans le domaine de la construction, puis il dit, si jamais il y a un cas de COVID qui arrive, puis un de ces gars sur le chantier ou même quelqu'un du bureau attrape la COVID, là, puis c'est pas prouvé là, qu'il s'est contaminé sur les lieux de son travail, est-ce qu'il va tomber automatiquement sur la CNSST? Est-ce que la position, puis là, évidemment, il n'y a aucune décision qui a été rendue encore à ce jour, mais effectivement, si un employé était capable de démontrer qu'il avait attrapé, on va dire ça de même, la COVID en raison de son travail, ça pourrait être considéré là, au niveau d'une lésion professionnelle, là, comme une maladie professionnelle, et qu'il soit indemnisé au niveau là, CSST et qu'il reçoive des indemnités de remplacement de revenus. C'est ce qu'on lit sur le site. Il n'y a aucun précédent. C'est une question discutable. Je ne sais pas comment on va faire pour prouver qu'effectivement l'employé l'a attrapé là et non à l'école, ou si sa conjointe, son conjoint est infirmier ou médecin, il l'a attrapé de cette façon-là, ou avec le retour à l'école, si c'est les enfants qui lui ont donné. Mais c'est une possibilité. Techniquement, ça pourrait constituer une lésion professionnelle. OK, merci. Tu peux... Oui, ben le dernier point, puis là, j'espère que mon Skype va continuer. Je viens de m'apercevoir que les enfants qui font de la classe virtuelle se sont branchés de leur côté de la maison. Alors, c'est probablement pour ça que c'est plus compliqué au niveau de la bande passante. Mais bon, d'emblée, vous avez procédé, comme pour plusieurs, par des états temporaires. Et là, vous faites l'erreur, je pense, de vous dire, ben, regarde, pendant 6 mois, j'ai pas de problème, puis je me poserai bien la question rendue au terme du 6 mois si j'ai pas rappelé tout mon monde.
pour moi, ce que vous devez faire, c'est pas ça. Vous devez immédiatement, puis là, c'est la bonne période de le faire, de vous poser la question sérieusement, est-ce que je vais être en mesure de rapatrier l'ensemble de mon personnel ou non? Vous allez peut-être me dire, je suis incapable de savoir si ça va être le cas, il est trop tôt, etc. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, c'est important de procéder dans certains cas à des mises à pied permanentes, des licenciements qu'on appelle dès maintenant, pour éviter, au terme du 6 mois, de tomber dans la notion de licenciement collectif. Très rapidement, le licenciement collectif, ça implique le licenciement ou le non-rappel au travail après une période de 6 mois de 10 employés ou plus du même établissement. Alors, ce n'est pas la notion d'entreprise. Vous pouvez avoir une entreprise avec 4 ou 5 sites différents, mais si vous ne rappelez pas 10 personnes ou plus au terme du 6 mois du même établissement, et là, si vous avez 2 adresses civiques, une à côté de l'autre, ça, c'est considéré le même établissement, là, mais si c'est le cas, vous allez devoir automatiquement verser à l'ensemble de ces personnes-là une indemnité de départ équivalente à 8 semaines de salaire. Bon, et ça peut aller même jusqu'à, bon, si vous n'avez plus que 100, on parle de 12 semaines d'indemnité et plus de 200 ou 300, je ne me souviens plus, ça peut aller jusqu'à 16 semaines. Mais entre 10 et 100, là, ce qui est probablement la majorité d'entre vous, là, on parle d'une indemnité de 8 semaines, et ça, il y a façon de travailler pour éviter ou du moins diminuer cet impact-là. Et une des façons, c'est de procéder aux mises à pied permanentes d'un certain groupe d'employés dès maintenant. Exemple, là, un employé qui a entre 3 mois et 1 an de service avec l'entreprise, bon, a le droit à 1 semaine de préavis ou d'indemnité en vertu de la loi sur les normes du travail. Ben, moi, je préférerais, dans certaines situations, en mettre 8 ou 9. Je ne peux pas dépasser 10, comme j'ai déjà dit, en mise à pied permanente de suite, quitte à leur payer 1 semaine d'indemnité. Si je sais pertinemment que pour ces 8 ou 9-là, je ne pourrai pas les rappeler au terme. Alors, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais j'aime mieux payer 1 semaine qu'en payer 8. Même chose, si vous aviez embauché des employés dans les semaines précédant la COVID, n'importe quel employé qui a moins de 3 mois de service continu, vous pouvez procéder à sa mise à pied permanente sans avoir à verser d'indemnité. Il y a l'indemnité du préavis raisonnable au niveau du Code civil là, pour les cadres ou autres là, qui pourraient entrer en ligne de compte, mais de façon globale, c'est ça. Et il faut, si vous avez bien écouté, là actuellement, en mise à pied temporaire, le lien d'emploi continue. Alors, si quelqu'un avait 1 mois et demi ou 2 mois de service pour vous avant la mise à pied temporaire, et là, il est en mise à pied temporaire depuis plus d'1 mois, ben, il possède 3 mois de service au sein de votre entreprise et plus, et là, il a le droit à sa semaine d'indemnité. Alors, ce que je veux vous sensibiliser, c'est de posez-vous les questions. Moi, j'ai regardé avec plusieurs clients, on a tous pris la liste des gens mis à pied, on a fait des groupes, on a fait des catégories. Et parce qu'on peut espacer les mises à pied permanentes là, sur des périodes des fenêtres de 2 mois. C'est un petit peu complexe là, à expliquer en 2 minutes. Mais on pourrait faire, exemple, des 9 mises à pied permanentes là, attendre 2 mois, faire une autre mise à pied permanente de 8 ou 9 employés, et ainsi de suite, pour diminuer mon risque financier de façon très significative pour ne pas payer 8 semaines à tout ce monde-là. Alors, moi, je pense que là, on commence à retomber un peu sur nos pattes là, après avoir procédé aux mises à pied temporaires, ce qui est de la bonne chose à faire au moment que ça nous a frappé. Mais attendez pas à la fin de l'été pour voir, bon, qu'est-ce que je fais avec tous mes gens mis à pied. Je pense que là, il faut absolument se poser la question dès à présent, et ça dans le but là, de vous faire sauver là, des montants d'argent très importants. Alors, je ne sais plus trop, Geneviève, si je vois que le temps file. Pour moi, là, c'était l'essentiel que je voulais vous entretenir. Évidemment, il nous reste quelques minutes là, pour répondre aux questions qui n'auraient pas encore été répondues. J'ai deux questions pour toi. Une qui vient de Guy Roy, qui demande est-ce qu'on pourrait, comme employeur, obliger le port de masque si jamais il y a un non-respect de la distanciation? Oui, à partir du moment qu'on l'oblige, il faut le fournir. C'est la seule nuance que je fais, mais vous seriez tout à fait justifié d'obliger le port du masque si vous en avez. Et pour moi, c'est tout à fait légal.
de le faire comme employeur, j'ai aucun problème. Marie-Claude a une excellente question aussi. Elle dit qu'est-ce qui arrive aux employés qui n'ont pas été rappelés là, suite à nos critères de retour progressif par manque de travail pour tout le monde? Ceux qui n'ont pas été rappelés, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une plainte aux normes si des plus jeunes et des plus performants ont été engagés? Puis, sommes-nous obligés de les reprendre? Je comprends que le lien d'emploi n'est pas rompu lorsqu'on fait donc, oui, ils sont toujours à notre emploi, mais est-ce qu'on va être obligé de les reprendre et de congédier ceux qu'on vient d'engager puis qui sont pas mal plus performants? Non, au niveau des rappels au travail, et c'est là, parce que c'est une question qui se pose souvent, là, des fois on en profite, là, je vais le dire entre guillemets, mais pour se débarrasser on va dire, de nos moins bons joueurs, c'est peut-être mieux comme expression. Et il faut faire attention. Et de là, l'importance vient de démontrer que pour nos critères de rappel, surtout si on n'a pas rappelé l'ensemble du monde, voici de la façon objective que nous avons procédé. Et je n'ai pas l'obligation de suivre l'ancienneté, ça vous l'avez bien compris. Et par contre, je dois être capable de démontrer comme employeur, voici mes besoins que j'avais lors du rappel, voici les critères uniformes que j'ai utilisés pour le procéder au rappel. Et je ne suis pas allé par ancienneté, je suis allé par compétence, par flexibilité ou autre. Et c'est pour cette raison-là que monsieur ou madame X n'a pas été rappelé. On ne peut pas empêcher cette personne-là de faire une plainte. C'est un processus qui est très simple. Mais par contre, on aura des moyens de défense très sérieux à faire valoir pour justifier le non-rappel de cette personne-là. Au terme de 6 mois, elle aura droit à une indemnité de départ, mais pour moi, là, si le dossier est bien ficelé, mais si jamais cette personne-là dépose un fameux 124, là, congédiement sans cause juste suffisante, là, au niveau de la loi sur les normes, on aura des moyens très sérieux à faire valoir là, pour s'opposer à la plainte. Là. Puis, est-ce qu'on est obligé de les reprendre? Non. OK. Parfait. Si on est capable de démontrer les critères que je viens de mentionner. Parfait. Marie-Josée, j'espère, à part toutes les questions qui entourent la PCU, que Martin, moi et Simon-Pierre, on va regarder comme il faut. On va peut-être attendre, comme je vous dis, 24 heures pour voir comment le gouvernement si on va avoir des nouvelles mesures. Je pense que nous avons répondu aux questions qui étaient dans les questions par écrit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Geneviève, si tu me permets. Oui. Et arrêtez-moi là, dans ça, je ne sais pas si le 10h30 c'est un hard stop ou non. Là. J'ai comme noté les questions dans le chat qui n'ont peut-être pas été touchées par rapport à la subvention salariale. Je peux peut-être les faire en rafale, là, si vous voulez. Oui. Pour la technique du consolidé, on demande est-ce que la technique du consolidé concerne les entreprises liées? C'est un petit peu plus large que ça. Le choix doit être fait conjointement par toutes les entreprises affiliées d'un même groupe. Donc, c'est important avant de faire ce choix-là de s'asseoir avec votre conseiller pour voir dans mon groupe corporatif qui est affilié ensemble au sens de la loi de l'impôt sur le revenu. Qui pourra dans certains cas être plus large que seulement lié, parce que le choix doit être fait vraiment par toutes ces entreprises-là. Ensuite de ça, une autre question, pour une demande déjà envoyée, est-ce qu'on peut réviser à la hausse, comme je disais tantôt? En ce moment, la réponse, je pense pour dire que c'est non. Peut-être que l'ARC va le permettre au niveau administratif, mais en ce moment, ce serait vraiment important de prendre le temps de faire les calculs et de faire la demande qu'au moment où vraiment on a tous les chiffres en main pour la faire, parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'on va être capable d'amender à la hausse une demande de subvention salariale. Ensuite de ça, on parlait des vacances. Est-ce qu'on va devoir payer des vacances sur le salaire qui est subventionné par la subvention salaire d'urgence? Au niveau juridique, la façon que la mécanique est faite, c'est que la subvention est payée à l'employeur et l'employeur, lui, verse véritablement des salaires. Donc, à mon avis, la réponse, c'est oui, parce que dans les faits, vous continuez à verser un salaire à un employé qui soit qui soit à la maison à rien faire ou à travailler. Juridiquement, vous lui versez un salaire et la subvention, elle, est payée à l'employeur.
Euh, Ensuite de ça, oui. Je vais juste interrompre 2 secondes. Simon-Pierre, Marie-Josée nous demande si on peut rester quelques minutes. Moi, j'ai rien à 10h30, j'ai rien avant 11h. Est-ce que tu es correct, toi? Oui, oui, ça va. Et toi, Martin? Oui, oui. Parfait. Donc, oui, Marie-Josée. OK. Alors, je continue. Merci. Allez-y, madame. Non, ça va, vas-y, Martin. Continue en rafale. Est-ce qu'on peut réembaucher des employés pour la 3e période et les ajouter à notre demande pour cette période uniquement? La réponse c'est oui. Donc, comme je disais, vous devez vous qualifier pour chacune des périodes, mais c'est vraiment période par période. Donc, si un employé n'était pas admissible à la période 1 et 2, mais qui devient un employé admissible pour la période 3, c'est correct, vous allez avoir la subvention sur ce salaire-là pour la période 3 si vous répondez par ailleurs à tous les critères. Ensuite de ça, Martin, on a Carl qui demande des détails concernant la baisse de 15 ou 30 %. C'est basé sur quel calcul de revenus? Donc, c'est le concept de revenus admissibles dans la loi. Là, grosso modo, c'est basé sur les revenus bruts de l'entreprise. Mais on a certaines exceptions, comme je disais tantôt, là, notamment les postes extraordinaires, qui est une notion comptable, les revenus qui viennent d'entreprise avec l'indépendance. Donc, mais grosso modo, c'est les revenus bruts. Mais faut faire attention, il y a certaines sommes qui sont exclues. Ensuite de ça, il y avait une question que je trouvais intéressante, c'est qu'advient-il des employés qui doivent se placer en quarantaine pour 14 jours suite à une recommandation? Le texte de PCU indique que tu n'as pas le droit à plus de 1 000 $ pendant une période de 4 semaines. Qui va payer l'employé pendant cette période de quarantaine-là? Si l'employé n'a pas par ailleurs droit à la PCU, ce que l'employeur pourrait faire, c'est le garder sur son payroll si l'employé est un employé admissible, si l'employeur se qualifie pour la subvention. Et si, par exemple, l'employé gagnait moins de 58 000 par année, ben vous l'envoyez pendant la quarantaine en congé avec solde à la maison, diminuer son salaire de 25 %. Donc, vous aurez droit à ce moment-là, normalement, à une subvention sur le salaire de l'employé qui correspond à 100 % de ce que vous lui versez pendant sa quarantaine. Et comme l'employé est en congé avec solde à la maison, vous aurez droit en plus au remboursement des cotisations d'employeur d'assurance emploi, RRQ et RQAP. Ensuite de ça, on disait employé étranger. Est-ce qu'il est admissible à la subvention salariale d'urgence? Tout à fait. Que l'employé soit à l'emploi ou non au 15 mars, il n'y a pas de critères relatifs à la résidence, au statut de l'employé. Il doit seulement être un employé admissible, donc être un particulier qui occupe un emploi au Canada qui n'est pas sans rémunération pendant 14 jours ou plus. Sur de ça, on disait, j'avais entendu parler d'un top salaire de 100 000 pour la subvention et ensuite 50 % des sommes. Si je comprends bien la question, là, essentiellement, c'est est-ce que le salaire que gagne l'employé peut venir limiter la subvention? Il n'y a pas de limite au niveau de la subvention salariale d'urgence qu'un employeur peut demander. Donc, vous pouvez demander 5 000 ou 5 millions. La limite est vraiment par employé. On est capé aux 847 $. Donc, peut-être que ce qu'on vous disait, c'est qu'un employé qui gagne 100 000 $, le 847, il arrive vite. Donc, au final, ça va pas être 75 % du salaire qui va être remboursé. Ça va être 847 $ par semaine. Donc, si l'employé est un très haut salarié, ben peut-être que 847 $ sur la rémunération totale, ça représente que 50 % du salaire, par exemple. Ensuite de ça, je pense que ça fait le tour des questions que j'avais notées, que j'avais vu passer dans le chat. Oui. On a beaucoup de questions, Martin. C'est est-ce que lors du calcul de la subvention, on doit ajouter le pourcentage de vacances des employés pour la période visée? Parce que, tu sais, ça fait partie du salaire. Est-ce qu'on devra l'ajouter? Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Vas-y. J'allais seulement dire, c'est vraiment basé sur la rémunération qui est versée à l'employé. Donc, ce qui s'accumule au niveau des vacances, si c'est pas versé, normalement, j'aurai pas d'obligation de retenue d'impôt là-dessus. Donc, ça rentrera pas dans le calcul de rémunération admissible, à mon avis. D'accord.
Et il me semble qu'il y avait une dernière question qui concernait les vacances. Attends un petit peu. Excusez-moi. Bon, bien, on pourra le regarder peut-être. Marie-Josée, as-tu une confirmation qu'on va pouvoir avoir une copie des questions puis s'assurer que tout a été répondu? En fait, comme c'est enregistré, le chat est enregistré aussi, donc on va pouvoir reprendre l'entièreté des questions, puis vous les retourner pour être sûr que vraiment, s'il y a eu des ajustements au niveau justement de ce que vous dites au niveau de l'amendement de la loi, là, ça pourra être revu. Puis oui, effectivement, ben comme c'est enregistré, on a les questions en main. Moi, ce que je voulais proposer à 10h33, premièrement, on voit que là, les questions, pas mal, il y en a d'autres qui tombent dans le chat. Est-ce qu'on a encore peut-être 2 minutes pour répondre aux dernières questions qui se présentent, là? Oui, attends un petit peu, je regarde. Bon, Odette qui demande le salaire d'un actionnaire majoritaire est admissible à la SSU. On y a déjà répondu. Donc, Martin, tu peux peut-être là, juste le redire, s'il vous plaît. Donc oui, un actionnaire majoritaire, donc qui a du salaire, donc il y a un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur qui va demander la subvention. Ce salaire-là est admissible à la subvention salariale d'urgence. Cela étant dit, on doit se baser sur la rémunération hebdomadaire moyenne, qui est la rémunération du 1er janvier au 15 mars 2020. Et on va être capé au niveau du montant de subvention qu'on peut aller chercher à, normalement, là, ça va être 75%, ça va être le moindre de ce que je verse, ou 75% de la rémunération moyenne en début d'année, ou bien sûr, je vais être capé à mon 847 $ par semaine. Donc, oui, actionnaire qui est employé avec l'indépendance, ça fonctionne si il se versait du salaire avant le début du programme. Mais on ne peut pas bumper le salaire pendant. Donc, pour répondre à la question de Christian qui dit que si je comprends bien, j'ai engagé mon fils qui n'avait pas d'école, il ne sera pas admissible à la subvention. Donc, s'il n'a jamais travaillé avant dans l'entreprise, ta réponse serait non, ce que je comprends. Exactement. Si monsieur a un lien de dépendance avec la société, fils est lié à monsieur, donc fils va avoir un lien de dépendance avec l'entreprise. Si j'ai pas d'historique de salaire du 1er janvier au 15 mars, je serais pas capable d'aller chercher de subvention sur le salaire versé à fils pendant la durée du programme. Parfait. J'essaie, Marie-Josée, de voir. Il y a Claudia. J'ai vu passer la question là, pour la précision sur le 4% pour les vacances. Là. Je vais vous revenir par écrit, mais ça n'a pas fait. J'ai pas regardé ça spécifiquement, puis j'ai pas vu passer de position administrative là-dessus non plus spécifiquement. Mais de manière générale, la rémunération admissible, ça vise là, certains montants sur lesquels je dois faire des retenues d'impôts. Donc, sauf si je me méprends, et si c'est le cas, on rectifiera par écrit. Mon 4% qui s'accumule, si j'ai pas de retenue à faire dessus, va pas entrer dans mon calcul de rémunération admissible à la subvention. Donc, c'est vraiment les sommes que je vais verser et sur lesquelles, normalement, justement, je fais une retenue d'impôt. OK. Carl fait juste une petite précision. Il dit, si ma conjointe travaille dans l'entreprise depuis plusieurs années, est-elle exclue? Si Carl est lié à l'entreprise, c'est la même réponse, c'est-à-dire que si on est capable de prouver une historique de salaire, elle ne serait pas exclue de la subvention, right? Exact, mais si madame était impliquée activement, mais qu'on lui versait pas de salaire, on peut pas commencer ou en date d'aujourd'hui à lui en verser parce que sa rémunération hebdomadaire moyenne du 1er mars au 15 janvier va être égale à 0. Donc, le résultat de ma formule au niveau de la détermination du montant de la subvention va toujours égaler 0. Parfait. Marie-Claude nous demande, c'est quoi l'impact du versement d'un préavis de licenciement durant la mise à pied temporaire sur la PCU?
Sur la PCU, ben en fait, je suis pas en mesure de répondre à cette question-là à brûle pour point. Non, Simon-Pierre, as-tu des idées? Ouais. Il faudrait peut-être, là, parce que en principe, s'il y a un préavis, il sera pas si la mise à pied est temporaire et au contraire d'une mise à pied permanente, ben il n'y a pas de préavis à verser. Là. Il n'y a aucune obligation de verser, à moins que ce soit prévu à la. Non, c'est un préavis de licenciement durant la mise à pied temporaire. Excuse-moi, là, je vois. C'est deux notions qui s'opposent un petit peu, dans le sens que ce ne sera pas une mise à pied temporaire. Là. Si je fais un préavis de licenciement, une indemnité de licenciement, je serai. Mais si je le fais, si je transforme, c'est probablement ça la question, si je transforme ma mise à pied temporaire en mise à pied permanente pendant que la personne est en mise à pied temporaire, ben là, je vais lui verser une indemnité. Et pour moi, la personne n'aura pas droit à la PCU parce que là, elle va recevoir une rémunération. Elle va être payée pour les semaines équivalentes à l'indemnité. Alors, elle va perdre son droit au PCU. Et là, au niveau de la subvention, par contre, là, Martin, je ne sais pas si toi tu as la réponse, mais je douterais que le versement de l'indemnité de licenciement soit admissible à la subvention de 75%, parce que le but de la subvention de 75%, c'est de maintenir les gens à l'emploi. Alors, je trouverais ça un peu contraire de pouvoir être indemnisé pour verser les packages de licenciement. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as regardé, toi, Martin. Je l'ai pas regardé au niveau de la politique fiscale. Je suis d'accord avec ton feeling. Il faudrait juste valider le traitement normalement au niveau des retenues à la source d'un tel montant pour voir si on le qualifie ou non de rémunération admissible au fin du programme, mais je suis pas en mesure de répondre comme à ce stade. Ce qui pourrait être fait par contre, et là qui pourrait peut-être se qualifier, c'est si je rappelle les gens au travail et parce qu'on sait toujours ça peut être soit une indemnité de licenciement là, sans prestation de travail ou ça peut être un avis de licenciement. Là, tu continues de travailler aujourd'hui, mais je t'avise que je vais mettre fin à ton emploi, exemple, à compter du 30 mai. Ça serait une bonne alternative. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui risquerait de se qualifier au niveau de la subvention pour ceux qui sont admissibles, parce que là, j'ai vraiment une prestation de travail. Je ne fais que donner un avis de mise à pied permanente à la personne. Alors là, ce serait une façon de pouvoir bénéficier de la subvention et ne devoir aucune somme à l'employé là, au terme de la période de préavis travaillé. Ça, je serais assez confiant là, que ça se qualifie au niveau de la subvention, étant donné la prestation de travail en retour. Là. OK, puis peut-être, Annie Larochelle nous demande, s'il vous plaît, pourriez-vous me redonner les critères pour la considération de traitement de prime COVID? J'assume que ça concerne, par exemple, les employés pour qui je vais augmenter le salaire pendant la durée du programme. Là. Si je me trompe, on peut m'arrêter. Donc, si on parle, en tout cas, de ce que je comprends, on va parler, est-ce que si je donne une prime COVID à mon employé, je risque d'être considéré comme faisant un arrangement avec un employé admissible? Et si c'est le cas, ben les sommes que je verse à cet employé-là ne seront pas admissibles à la subvention salariale d'urgence. Les critères, je les ai pas trop loin ici dans la loi. Là. Donnez-moi une seconde, je suis désolé. Ça va être dans revenu admissible. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment de donner Donc, on peut donner une prime COVID à un employé. Il n'y a aucun problème pendant la durée du programme d'augmenter la rémunération de cet employé-là. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est, dans le but d'augmenter le montant de subvention que je vais aller chercher, c'est d'augmenter la rémunération de l'employé pendant la durée du programme et que après la fin du programme, la rémunération de l'employé revienne à un niveau qui était inférieur à celle qu'il avait avant le programme, donc basé sur la moyenne hebdomadaire du 1er janvier au 15 mars. Donc, pas de problème à augmenter les salaires, sauf qu'après le programme, il faut qu'on revienne à la normale et pas qu'on redescende en bas de ce que l'employé gagnait avant le début du programme. Donc, essentiellement, là, je dirais que si c'est un arrangement, que tout le monde est de bonne foi, puis que c'est une prime qu'on donne à l'employé, il n'y aura pas de problème. Si on commence à essayer de faire de la planification un peu agressive pour aller chercher plus
de subventions, là, ça peut devenir problématique, là. Notamment sur toutes les questions des vacances. Est-ce que je peux essayer de passer des sommes de vacances en plus de la rémunération? Ben là, on risque peut-être de tomber dans le territoire de ces mesures anti-évitement-là, donc il faut être très prudent. OK, ben, Marie-Josée, je pense que ça fait le tour. Merci de nous y avoir invités. J'espère qu'on a pu répondre là, à certaines questions. Ben en fait, je vous remercie beaucoup, Simon-Pierre, Martin puis Geneviève, pour cette rencontre-là qui a, ma foi, été très aidante selon les commentaires qu'on voit passer dans le chat. Le but de cette rencontre-là, c'était justement d'informer, mais aussi d'échanger, d'éclairer les entrepreneurs qui sont un peu bloqués dans leur stratégie de réouverture, d'organisation, de demande d'aide au niveau des différentes aides du gouvernement, au niveau des salaires. Donc, je pense que ça a été objectif atteint. Je tiens à clarifier pour les participants qui restent que le lien va vous être envoyé. Cette conférence-là a été enregistrée. Le lien va vous être envoyé à tous les membres du groupement de la région de l'Est et la présentation PowerPoint aussi de BCF va être envoyée dans le même courriel. Donc, merci énormément à BCF et à vous trois d'une grande générosité, vraiment très, très, très appréciée. Alors, je vous souhaite à tous, chers membres, une belle fin de journée, en espérant que ça a été aidant pour vous. Merci, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres besoins à nos membres, là, et témoignez-les à vos accompagnateurs, puis on est là pour vous aider. Donc, Geneviève, Simon-Pierre, puis Martin, si on pouvait rester sur l'appel, moi je vais terminer l'enregistrement, puis on va pouvoir échanger sur la suite des choses. C'est bon? Oui. Parfait. Merci à